Bonjour à toutes et à tous, amis passionnés d'histoire et curieux du dimanche. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'historien du dimanche, et aujourd'hui, on va remonter le temps, très loin, pour explorer un sujet fondamental, un pilier de toute société qui se respecte, l'émergence des premiers systèmes juridiques. Ah, la loi, rien que le mot peut sembler un peu aride, n'est-ce pas? On imagine des textes poussiéreux, des juges sévères, des règles complexes. Mais la vérité, c'est que la loi, dans son essence la plus pure, c'est l'un des premiers outils inventés par l'humanité pour éviter le chaos. Imaginez un instant un monde sans règles. Un monde où chacun ferait ce qu'il veut, quand il veut. Un monde sans conséquences pour l'agression, le vol, la trahison. Ce serait invivable, n'est-ce pas? La peur, l'incertitude, la vengeance personnelle à l'infini. C'est là que le droit entre en scène. Il est né d'un besoin viscéral de l'homme, organiser la vie en communauté, résoudre les conflits sans que ça finisse en bain de sang, protéger les faibles, punir les coupables et, surtout, établir une forme de justice, même rudimentaire. C'est le passage de la loi du plus fort à la loi, tout court. Et ce passage, mes amis, est une aventure fascinante. Alors, mettez vos casques d'exploration temporelle, on prend le chemin des civilisations antiques, là où tout a commencé. Avant même d'avoir des textes gravés dans la pierre, il existait, bien sûr, des formes de régulation sociale. Dans les premières communautés tribales, les règles étaient transmises oralement. C'était la coutume, l'habitude, la parole des anciens, la sagesse du chef de clan. Ces règles régissaient le partage des ressources, le mariage, la vengeance en cas de tort. C'était un droit non écrit, souvent lié à des rites religieux ou à des croyances ancestrales. Mais ce n'était pas un système juridique à proprement parler, car il manquait de formalisation, d'une structure claire et surtout, de l'écrit. Et l'écriture, c'est la révolution. Elle va tout changer. Notre voyage commence dans le berceau de la civilisation, la Mésopotamie. Entre le Tigre et l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, des cités-États incroyables ont vu le jour il y a plus de 5000 ans. Sumer, Akkad, Babylone. Ces noms résonnent comme des légendes. Et c'est là, dans cette terre fertile, que les premières lois écrites sont apparues. Pourquoi là? Eh bien, ces sociétés étaient de plus en plus complexes. L'agriculture irriguée nécessitait une organisation sophistiquée, la construction de villes regroupait des milliers de personnes, le commerce se développait. Il fallait des règles claires pour gérer les terres, les récoltes, les dettes, les mariages, les crimes. La parole des anciens ne suffisait plus. On avait besoin d'une référence commune, consultable, qui ne change pas au gré des mémoires. Les tout premiers codes, souvent attribués aux Sumériens, comme le code d'Ur-Nammu, date d'environ 2100 avant notre ère. Tiens, Ur-Nammu, c'est un roi de la cité d'Ur. Son code est fascinant, car il n'est pas aussi impitoyable qu'on pourrait l'imaginer. Pour certains délits, il prévoyait des compensations financières plutôt que la peine du talion, le fameux œil pour œil, dent pour dent. Par exemple, si quelqu'un cassait la jambe d'un autre, il devait payer une amende, pas se faire briser la jambe à son tour. Une approche déjà moderne, non? Mais l'acteur principal de cette période, celui dont le nom résonne encore aujourd'hui, c'est bien sûr Hammurabi ***. Le code d'Hammurabi, un nom qui claque, non? Environ 1750 avant notre ère, Hammurabi était le 6e roi de Babylone, et son règne fut un âge d'or pour la Mésopotamie. Il n'était pas seulement un conquérant, un bâtisseur, mais aussi un législateur hors pair. Son code est une stèle de basalte noir, un géant de pierre d'un peu plus de 2 mètres de haut, que l'on peut admirer au Louvre. Au sommet, on voit Hammurabi debout, recevant les lois du dieu soleil et de la justice, Shamash. C'est une image forte, la loi ne vient pas de lui, le roi, mais des dieux eux-mêmes. Cela lui confère une autorité divine, incontestable. Et quel est le contenu de ce code? C'est une compilation de près de 300 lois qui couvrent absolument tous les aspects de la vie quotidienne de l'époque. Le mariage, le divorce, l'adoption, l'héritage, l'agriculture, le commerce, les prix, les salaires, le vol, les blessures, la diffamation. Tout y est. La fameuse loi du talion y trouve son expression la plus célèbre. Si un homme libre a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera un œil. Si un homme a cassé une dent d'un homme qui est son égal, on lui cassera une dent. C'est une justice proportionnelle, certes, mais surtout égalitaire. Entre égaux. Et c'est là le point crucial, le code d'Hammurabi n'est pas égalitaire pour tous. Les lois varient énormément selon le statut social des personnes impliquées. Un homme libre, un esclave, une femme, un notable. Les peines n'étaient pas les mêmes.
Si un homme libre frappe un homme libre et lui casse un os, il paye une amende. Mais si le même homme libre frappe un esclave et lui casse un os, l'amende est bien moindre. La valeur humaine n'était pas la même pour tous aux yeux de la loi. Mais l'importance historique du Code d'Hammurabi est colossale. Il est la preuve tangible d'une tentative de créer un système juridique unifié, public et accessible. Même si peu de gens savaient lire, la stèle était censée être visible de tous. C'était une révolution. Il posait les bases d'une justice prévisible, où chacun savait à quoi s'attendre en cas de manquement. Changeons de décor et traversons le désert pour nous rendre dans l'Égypte ancienne. Ici, le système est différent, imprégné par le divin et une conception unique de l'ordre. L'Égypte n'a pas produit de grand code de loi comparable à celui d'Hammurabi. Leur justice reposait sur un concept central, la ***ma****. La Maa, c'est bien plus qu'une simple loi, c'est une déesse, une force cosmique, l'incarnation de l'ordre, de la vérité, de l'équilibre et de la justice. Pour les Égyptiens, la Maa devait régner sur tout, du mouvement des astres aux relations humaines. Le pharaon lui-même était censé être le garant de la Maa sur terre. Son rôle principal n'était pas de créer de nouvelles lois, mais de maintenir l'ordre divin établi, de s'assurer que la Maa était respectée. La justice égyptienne était donc très liée à la religion et à la moralité. Les jugements étaient rendus par des fonctionnaires, souvent des prêtres, sous l'autorité du vizir, qui était le bras droit du pharaon et le chef de la justice. Les procès se déroulaient dans des tribunaux. On utilisait des serments, des témoignages, des preuves, et parfois, même, des ordalies, c'est-à-dire des épreuves physiques pour déterminer la culpabilité, comme le fait de boire un liquide amer. Si la personne tombait malade, elle était coupable. Si elle restait saine, innocente. Pas très scientifique, je vous l'accorde, mais c'était une manière de s'en remettre au jugement divin. Ce qui est frappant en Égypte, c'est la primauté du principe sur la règle écrite. La Maa était une boussole morale. On cherchait la rectitude, l'équilibre, plus qu'une application stricte d'articles de loi. Et bien sûr, comme souvent à l'époque, la justice des riches et des puissants était souvent plus clémente que celle des humbles. Mais l'idéal de la Maa, un idéal d'harmonie et d'équité, a profondément marqué la société égyptienne pendant des millénaires. Remontons un peu vers l'Anatolie, dans l'actuelle Turquie, pour rencontrer un peuple puissant mais souvent un peu oublié, les ***Hittites***. Pendant l'âge du bronze, ils ont construit un empire qui a rivalisé avec l'Égypte et Babylone. Et eux aussi, ils ont élaboré un code juridique, au XVIe ou XVe siècle avant notre ère. Ce code hittite, découvert sur des tablettes d'argile, est fascinant parce qu'il propose une approche un peu différente de celle d'Hammurabi. On y trouve une réduction significative de la peine de mort et de la mutilation. Pour de nombreux crimes qui, en Mésopotamie, auraient été punis par la mort ou le talion, les Hittites préféraient des amendes, des compensations financières. Par exemple, pour un vol, il fallait rembourser plusieurs fois la valeur de ce qui avait été volé. Pour une blessure, payer une somme d'argent à la victime. C'est un droit plus compensatoire et moins punitif dans certains cas. Le but n'est pas seulement de punir, mais de réparer le tort, de compenser la victime, de rétablir un équilibre économique. C'est une conception du droit qui sera très influente dans certaines traditions juridiques futures. Attention, il y avait quand même des crimes capitaux, notamment la sorcellerie ou certains crimes contre l'État, mais globalement, le code hittite est considéré comme plus nuancé, moins impitoyable que celui d'Hammurabi. Maintenant, faisons un bond dans le temps et l'espace, direction la Grèce antique. Ici, avec l'émergence des cités-États, la ***polis, le concept de citoyenneté va profondément transformer la notion de justice. Au début, comme partout, la justice était rendue par les aristocrates, les familles nobles. Mais à mesure que la démocratie se développe, surtout à Athènes, la justice devient une affaire de citoyens. Un nom nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de loi grecque antique, ***dracon***. Ces lois, datant du 7e siècle avant notre ère, sont devenues un adjectif, draconien. C'est dire à quel point elles étaient sévères. Le code de Dracon, écrit pour mettre fin à l'arbitraire et à la justice privée, était réputé pour sa cruauté. La plupart des délits, même mineurs, étaient punis de mort. Voler un légume? La mort. Paresse? La mort. On disait que son code était écrit non pas avec de l'encre, mais avec du sang. L'intention était de pacifier la société, mais la méthode était radicale. Il fut vite évident que ce système était intenable. C'est là qu'intervient une autre figure majeure,
Solon au début du VIe siècle avant notre ère. Solon est le grand réformateur d'Athènes. Il abolit les lois de Dracone à l'exception de celles concernant le meurtre, et surtout, il met fin à l'esclavage pour dette. Un point fondamental, il crée un nouveau corps de loi, plus équitable, qui prend en compte les différentes classes sociales et ouvre la participation politique aux citoyens, pas seulement aux nobles. Avec Solon, et plus tard sous Périclès, la justice athénienne devient une affaire de citoyens. On instaure les dicasteria des tribunaux populaires composés de jurés tirés au sort parmi les citoyens. Imaginez un peu, des centaines, parfois des milliers de citoyens, rendant la justice. C'était un système unique, qui cherchait à garantir l'impartialité et la participation de tous à la vie publique, y compris dans le domaine judiciaire. Bien sûr, le concept de citoyen n'était pas universel, les femmes, les esclaves, les étrangers en étaient exclus. Mais pour les citoyens masculins d'Athènes, c'était un grand pas vers un idéal de justice démocratique. Les plaidoiries étaient publiques, les accusés devaient se défendre eux-mêmes, les arguments étaient passionnés et la rhétorique était reine. De la Grèce, passons à sa grande héritière, la puissance qui va dominer l'Occident pendant des siècles, Rome Le droit romain, un système juridique qui est encore aujourd'hui une source d'inspiration et d'étude pour les juristes du monde entier. Au début de la République romaine, la justice était assez rudimentaire. Les lois étaient transmises oralement, interprétées par les patriciens, les familles nobles. Les plébéiens, le peuple, se plaignaient que ces lois étaient arbitraires et souvent utilisées contre eux. Ils réclamaient des lois écrites et publiques. Et c'est ainsi qu'en 451 à 450 avant notre ère, voit le jour la célèbre loi des 12 tables Imaginez 10 hommes, les decemviri envoyés en Grèce pour étudier leurs lois, puis rédigeant ces tables. C'était un texte fondamental, gravé sur 12 tablettes de bronze, ou de bois, selon les sources, et affiché sur le forum romain. Pour la première fois, la loi était écrite, publique et accessible à tous les citoyens romains, plébéiens comme patriciens. Fin de l'arbitraire, du moins, en théorie. La loi des 12 tables couvrait une multitude de domaines. Les procédures judiciaires, le droit de la famille, le droit de propriété, les délits, les crimes, le droit public. Elle posait les bases du droit civil romain. Bien sûr, elle était très lacunaire et souvent brutale. Par exemple, elle autorisait le créancier à vendre son débiteur comme esclave, ou même à le mettre à mort dans certaines circonstances extrêmes, bien que cette clause n'ait jamais été appliquée de manière générale. Elle interdisait aussi le mariage entre patriciens et plébéiens, une interdiction qui sera vite levée. Mais ce n'était que le début. Le droit romain ne s'est pas figé aux 12 tables. Il a évolué de manière spectaculaire. Les prêteurs des magistrats, ont développé le droit en créant de nouvelles actions en justice. Les jurisconsultes des experts en droit, ont interprété les lois, rédigé des traités et des commentaires. Leurs opinions, leurs responsa, sont devenus une source de droit. C'est le début de la jurisprudence l'étude et la théorie du droit, qui rend le système romain si sophistiqué. Sous l'Empire, le droit romain atteint son apogée. Il devient un instrument de gouvernement pour gérer un empire immense et hétérogène. Il s'étend à des domaines de plus en plus complexes, comme le droit commercial, le droit international, entre peuples différents de l'Empire, le droit administratif. Des empereurs comme Justinien, au VIe siècle de notre ère, feront compiler l'intégralité du droit romain dans le célèbre Corpus Juris Civilis, un recueil monumental qui sera la base de nombreux systèmes juridiques en Europe pendant des siècles et jusqu'à nos jours. C'est l'un des héritages les plus durables et les plus importants de Rome. Alors, si l'on regarde ce parcours depuis les rives de la Mésopotamie jusqu'à la Rome impériale, quelles leçons peut-on tirer? D'abord, le besoin universel d'ordre et de justice. Partout, les humains ont cherché à organiser leur société, à résoudre les conflits, à se protéger. Ensuite, l'importance capitale de l'écriture. La loi écrite, publique, consultable, c'est la fin de l'arbitraire, le début d'une justice plus prévisible et plus stable. C'est la garantie, théorique, que chacun connaît ses droits et ses devoirs. Puis, l'évolution de la justice. On est passé d'une justice souvent divine ou royale à une justice qui, peu à peu, tend vers la participation citoyenne, comme à Athènes, ou vers une expertise juridique et une rationalisation, comme à Rome. Enfin, la permanence de certains concepts.
La compensation pour le tort subi, la proportionnalité de la peine, l'importance des preuves, le principe d'égalité, même si inégalement appliqué, tout cela est né dans ces systèmes antiques et continue de nous influencer. Ces premiers systèmes juridiques, parfois brutaux, parfois visionnaires, sont les fondations sur lesquelles nos propres sociétés ont bâti leurs édifices législatifs. Ils nous rappellent que la quête d'une justice juste et équitable est un combat millénaire, un chantier permanent de l'humanité. J'espère que cette plongée dans les arcanes des lois anciennes vous aura captivé, chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de partager ces voyages dans le temps avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure historique avec l'historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux, et n'oubliez pas, l'histoire est partout, il suffit de savoir l'écouter. À très bientôt.